Je vais faire une présentation très brève de Laurent. Il va se présenter lui-même. Ça fait beaucoup d'années que je l'ai connu, en fait. On se revoit très récemment. Ce que je peux vous dire sur Laurent, alors c'est très caricatural, mais je me souviens en fait de ses écrits dans qui était hebdomadaire, dans le journal témoignage. Est-ce que ça vous parle, le journal témoignage? Donc, c'était un journal du Parti communiste. Et vous savez qu'on est dans la ville du port, et que la ville du port, en fait, est un lieu qui est devenu la ville art et culture, et ça continue à se développer dans ce sens-là. Et donc, alors, je reviens quand même à Laurent Schegenstein, qui est, je crois que c'est le seul qui a, même je le dirais jusqu'à présent, qui avait ouvert à l'époque en fait une brèche et qui a ouvert en fait la discipline de la critique, je dirais la politique de la critique, on en a parlé quand ce matin, de la critique d'art, voilà. Et je dirais, moi il nous en dira un peu plus, mais je crois que après les textes de Laurent qui étaient quand même succulents à lire, voilà. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, en fait. Hein. Voilà, donc il me semble, en fait, c'est une réflexion que je me suis faite il n'y a pas très longtemps, c'est qu'on n'avait plus vraiment, en fait, de critiques, de textes critiques sur l'art à la Réunion depuis ça. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je dis sur toi. Merci Colette. Ça fait quand même une moustache à la Dali. Voilà, j'aime pas Dali. Il n'a rien apporté à la peinture. Mais bon, enfin, on va pas rentrer dans le sujet. Donc, pour me présenter succinctement, ça fait vraiment toujours par les proches. La conférence est donc comment devenir un vieux machin. Un vieux machin. Je suis un artiste peintre. Voilà. Peut-être que je suis un artiste tout court. Enfin, après, c'est difficile à définir avec un intérêt particulier élaboré sur l'art par l'objet. Plus que d'autres, mais pas de manière excluante. Et je suis un artiste qui a fait un certain nombre d'actions. J'insiste sur ce point parce que finalement, tout ce que j'ai fait jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, pour moi, sont des actions d'artiste. Voilà. C'est le peintre. Le peintre qui a un regard sur la société dans laquelle il est, qui va écrire, qui sent le besoin qui a un appareil critique, donc qui va faire de la critique, qui va essayer de mettre des œuvres ensemble avec des œuvres, de jouer à ça, qui va s'interroger sur le paysage, etc. Donc, je suis arrivé en 1985 à La Réunion, je suis donc les oreilles, et on va voir par la suite que ça a une certaine importance car l'espace Jaumont était considéré par beaucoup comme un espace oreilles, il y avait 2 oreilles, c'est-à-dire que les patrons étaient des oreilles, c'était très important. En tous les cas en politique. J'ai commencé par faire une exposition de 200 pièces à Saint-Denis en 85. Ensuite de quoi j'ai fait des décors pour le théâtre de l'art, j'ai intégré le théâtre de l'art. Je suis devenu un permanent du théâtre de l'art. Dans le même temps, donc, je suis devenu critique d'art et témoignage, qui était donc le quotidien du Parti communiste, effectivement. Après avoir été, alors c'était dans des circonstances particulières, puisque c'était l'époque de Laurent Vergès, que vous n'avez pas connu, qui était le fils de
Paul Vergès, qui était censé prendre la relève et qui avait déjà pris un certain nombre de choses en main, dont l'avenir du journal Témoignage, qui a priori était un journal assez stalinien, comme on peut l'imaginer à l'époque, et qui voulait en faire un Libération locale. Donc, il avait remarqué que le quotidien de La Réunion avait perdu un peu de vitesse dans sa remise en cause du paysage médiatique qui était sa source, le quotidien ayant été créé pour s'opposer au GIR, qui était le journal local traditionnel. Et dans ce cadre-là, donc Laurent Vergès avait recruté ou faisait des recrutements sur un certain nombre de journalistes en Afrique du Sud, dans l'Hexagone, sur place évidemment, et montait une nouvelle équipe pour sortir un nouveau journal. De mon côté, je travaillais, façon de parler, j'avais des activités avec un gars qui s'appelait André Pangrani, qui était lié au Cri du Margouillat, et qui avait monté un groupe dont il était en fait le seul membre, qui s'appelait le Comité pour le retour à l'âge de pierre, le CRAP, et qui faisait des bombages dans l'île, avec des slogans genre pour les présidentielles, Camembert président, des choses comme ça, ce qui me correspondait assez bien. Et on avait monté un petit journal qu'on a fait sur les moyens de reproduction du théâtre Volard, qui s'appelait UHT, Travaux de température, et dans lequel j'avais fait 2 critiques, notamment sur un projet de Christo et Jeanne-Claude qui devaient emballer la route en corniche. Le projet n'a pas pu se faire parce qu'il y avait un problème de fragilité de la route, en fait, de la falaise, comme vous n'êtes pas sans savoir. Et du coup, je faisais un article comme ça sur le fait que ça ne pouvait pas se faire, hélas. Et je l'avais écrit entièrement avec l'accent allemand. Donc en français, mais entièrement avec l'accent allemand. Plutôt que etc. On s'amusait, quoi. Et donc, j'ai été recruté par Témoignage. Je pensais que, compte tenu de mon état d'esprit général, je ne resterais pas longtemps, que j'allais être vite viré, comme d'habitude. Et il se trouve que j'y suis resté 7 ans. 7 ans. Et j'en suis parti pour plusieurs raisons. D'une part, parce que je faisais Jemont. Alors, il y a eu un moment où je me suis retrouvé, j'étais comédien du théâtre Volard, puisque je jouais en professionnel. J'étais décorateur du théâtre Volard aussi. J'étais directeur de Jemont Arts Plastiques. J'étais plasticien moi-même. Je faisais tellement de trucs qu'à la fin, je ne savais pas quoi écrire dans le journal. Sinon, ce que je faisais moi-même, ce qui n'avait plus d'intérêt. Et puis en même temps, il y avait cette histoire de la cavale de Pierre Vergès, l'autre fils de Paul. Je n'étais pas très d'accord avec ce truc-là. Je trouvais que ce n'était pas d'une légitimité absolument ébouriffante. Et j'avais prévenu que s'il s'avérait que Pierre était en tort, je partirais. Sans tambour ni trompette, mais je partirais. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, après ça, j'ai été rédacteur en chef de plusieurs revues. J'ai continué une activité artistique et une activité de critique et d'analyse. On verra ça plus tard. Puis, je suis devenu responsable du patrimoine de la ville de Saint-Denis, ce qui est mon poste actuel. Donc, je suis responsable du patrimoine culturel de la ville de Saint-Denis. C'est toujours une affaire de paysage, hein, de paysage et de forme et de l'esthétique de la cité. Voilà. Bien, ça c'est pour me présenter. Maintenant, Jemont, ce n'est pas une génération spontanée. Jemont, c'est l'aboutissement d'une longue dynamique politique et politique culturelle de la Réunion. Je vais faire remonter ça aux années 70. On a une période, bon, vous connaissez un peu l'histoire de la Réunion, j'espère. Hein. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a la départementalisation.
Cette départementalisation qui a été voulue par la gauche est récupérée par la droite. La période qui va suivre va être ce que moi j'appelle une période de décolonisation, d'une certaine manière, c'est-à-dire une poursuite de l'esprit colonial dans une certaine modernité. Voilà. De mon point de vue, De Gaulle envoie Debré, parce qu'il ne sait pas quoi en faire, et qu'en même temps, De Gaulle a promis à ceux qui s'étaient arrêtés contre Vichy qu'ils auraient son soutien. Et donc, ça fait partie de l'ensemble. Ça, c'est une interprétation qui est personnelle. Hein. Moi, je pense que tout le monde dit Debré a trouvé une marotte. Moi, je pense que c'est De Gaulle qui lui a dit tu vas là-bas, tu fais ça. Hein. Et il y a le développement d'une esthétique en même temps, c'est-à-dire que vont apparaître dans cette période-là peinture, sculpture, des artistes, mais surtout, quand on repense à l'histoire de la Réunion, on va se dire la Réunion, c'est une colonie. Une colonie, ça sert à quoi? Ça sert à piller un territoire, ramener tout ce qu'on a pu piller dans le territoire à la maison, en l'occurrence la métropole. C'est pour ça d'ailleurs que je parle de l'Hexagone, je ne parle pas de la métropole. Et puis après, on s'en va. Bon. À la Réunion, on a fait le café, je vais vite, hein. On a fait le blé, puis on a fait la canne, et après la guerre, c'était terminé. La betterave à sucre avait depuis déjà presque 70 ans explosé l'affaire. Qu'est-ce qu'on pouvait bien faire de ça? Mais la question se posait sur l'ensemble des autres colonies devenues des départements. Qu'est-ce qu'on pouvait bien faire de ces îles? Et là, on a trouvé la solution géniale, c'est on va en faire des produits touristiques. C'est-à-dire que les anciennes colonies vont pouvoir devenir des lieux de villégiature pour la métropole. Et en même temps, une image esthétique soutenue par l'État. Et donc, à la fin des années 60, on est un peu dans cet état d'esprit et on va rester, pour ce qui est du tourisme, dans cet état d'esprit quasiment jusqu'à maintenant. On va voir ce que la région fait sur ce nouveau mandat. Mais disons que jusqu'au dernier mandat, la question du tourisme réunionnais est toujours sur la même base et en même temps, on a l'impression que c'est tout ce qu'on peut faire de la Réunion. On ne s'est jamais dit que la Réunion avait participé à la nation et que c'est dans le dossier national. Ce qui est effectivement difficile à entendre parce qu'en même temps, à gauche, c'est pas exactement ça qu'on a mis en avant, on est plutôt sur des questions relatives au colonialisme, à l'esclavage, à tout ça. On n'est pas encore dans une phase de modernisation où la Réunion parle au monde. Et voilà. Bien. Donc, à la fin des années 60, on est en 1970. Il y a eu mai 68 qui passait par là. Des jeunes étudiants sont partis en métropole pour faire leurs études. Il y en a notamment 3 extrêmement importants qui sont Alain Séraphine, Alain Padeau et Jack Beatty. Ces 3-là vont, dans cette période-là, faire leurs études, leurs beaux-arts, école d'art, etc. Ils vont revenir diplômés. Surtout Beatty et Séraphine, puisque Padeau va mettre beaucoup plus de temps à revenir et va rester dans l'Hexagone très très longtemps. Et il n'aura pas non plus la même influence politique que les deux autres. C'est dans le même temps qu'il y a, après 68, une espèce d'ambiance générale sur l'île qui va donner carrousel, qui va donner des groupes de musique, on va faire plus pop, on va faire. Et en même temps, cette image-là, elle s'oppose à l'idée postcoloniale dont je parlais précédemment. Il y a déjà et il y a tout un militantisme qui va commencer à monter, lié directement au Parti communiste réunionnais, Paul Vergès, qui depuis les années 50 s'active sur la question, envisage plus ou moins l'indépendance. C'est là-dessus qu'il y a eu le schisme sur la départementalisation, parce qu'en fait, si le père Vergès, Raymond, avec Léon Despervenches, voulait à travers la départementalisation, sortir la Réunion d'une certaine idée de la colonie,
Paul Vergès, quand il est arrivé, il pensait bien à l'indépendance. On est à l'époque de Cuba, tout ça, donc voilà. Après, ça va se transformer en d'autres choses, mais voilà, on est sur ces trucs-là. Et il y a tout un militantisme dans les années 70 qui fait une montée en puissance et même arriver à très très grande puissance du Parti communiste sur l'île de la Réunion. Et il y a la question de Malaya, il y a la question d'une identité réunionnaise spécifique qui émerge. Il y a des militants qui vont travailler sur le livre, sur la poésie, etc., etc. Et là-dedans, d'ailleurs, il y a un groupe qui va se monter autour d'Alain Séraphine et Marc-Laurent Vaccaro. Ils vont sortir une revue qui s'appellera Exode, qui disait bien beaucoup de choses, d'ailleurs, en un seul mot, c'est en néologisme, et qui va fonder une idée de l'art à la règle. Et c'est à partir de là que Alain Séraphine va lancer Village Titan, l'Atelier pour toi et l'école dans laquelle vous êtes. Quand on arrive aux années 80, on a donc toute une bande de gens là, qui sont actifs, qui sont dans les milieux culturels, qui sont... voilà, la culture vivante, elle est vraiment de ce côté-là. Il y a Mitterrand qui arrive, 81, la décentralisation, le Maloya n'est plus interdit, il n'y a plus uniquement RFO, il y a aussi une radio qui s'appelle Freedom. Il y a une nouvelle dépénalisation qui se fait et on va commencer à faire les assises de la culture, on va faire une DRAC, une antenne du ministère de la Culture sur place, et on va commencer à développer donc un certain nombre d'éléments, mais surtout ce qui est important, c'est que les militants des années 70 vont commencer à revenir sur le terrain et à envisager des postes politiques. Et quand on arrive aux années 90, ce sont ces militants-là qui vont prendre le pouvoir. Et dans cette génération-là, on va, dans cette génération de nouveaux politiques, il va y en avoir deux qui vont être extrêmement importants, qui ne sont pas directement des militants, ils vont être entourés de ces militants, qui sont donc Gilbert Arnett et Éric Boyer. En 1989 et 1990, chose tout à fait exceptionnelle, deux Noirs arrivent aux deux postes principaux du pouvoir à La Réunion. Gilbert Arnett à la ville de Saint-Denis, premier maire noir de la ville de Saint-Denis. Éric Boyer, premier président du Conseil général noir de l'île de La Réunion. Et du coup, ça va engendrer un certain nombre de choses. Parce que Éric Boyer, qui est de la droite modérée tendance le gros, je vous lâche le nom, je sais que vous ne savez pas qui c'est exactement, vous avez qu'à noter, si vous regardez, il y a d'autres travaillerait. C'est ancien maire de Saint-Denis. Mais c'est déjà très long tout ça. Donc, je ne vais pas me perdre là-dedans. Donc, c'est la droite modérée, cette droite modérée, mais surtout lui, Éric Boyer, lui-même, c'est un instituteur, un directeur d'école, et il a une certaine idée de l'identité réunionnaise. Même s'il est de droite, il a quand même une certaine idée. Et il va lancer une grande réflexion générale sur le Conseil général, c'est-à-dire au département, pour déterminer quelle politique culturelle pour le département. Je reviens un petit peu en arrière. Donc en 87, si je me souviens bien, en 87, 86 ou 87. En 87, le théâtre Vollard, qui était au Grand Marché, se fait expulser par le gros, par justement le maire, de Saint-Denis. Alors, qu'est-ce que c'est le théâtre Vollard à l'époque? Le théâtre Vollard à l'époque, c'est
le lieu où l'ensemble des créateurs se retrouvent, des créateurs artistiques. Donc on trouve des dessinateurs, on trouve des musiciens, on trouve évidemment des comédiens, des gens de théâtre, on trouve des écrivains, on trouve de tout. Tout le monde vient faire la fête et vient prendre le soutien du théâtre. Il y a une bataille qui se fait autour du théâtre Volard et de son départ. Et son départ est dû au fait qu'on a créé un théâtre en dur pour eux à l'arrière du Grand Marché, et que ce théâtre en dur, une fois qu'il est terminé, eh bien, plein de gens dans le milieu culturel disent mais pourquoi eux? Le fait que ce soit eux qui l'aient motivé, qui en aient besoin, ne passe plus pour intéressant, et finalement le groupe a décidé que ouais, c'est vrai, pourquoi eux? Ce théâtre qui va s'appeler d'abord Théâtre Fourcade, donc aujourd'hui le Centre dramatique national du Grand Marché à Saint-Denis, vous connaissez peut-être. Dans les gens qui sont contre le théâtre Volard, il y a une association qui s'appelle Live et qui fait partie des associations qui sont opposées au théâtre Volard et qui souhaitent que le théâtre Volard quitte Saint-Denis. Le théâtre Volard va immigrer à la Possession pendant un certain nombre d'années, en fait jusqu'en 89, jusqu'aux élections qui vont amener Gilbert Annette, première partie à Saint-Denis. Et on va faire un certain nombre de trucs. Moi, je suis dans la bande, effectivement, parce que je vous ai expliqué. Hein. Et ils vont chercher à revenir dès qu'ils peuvent. Annette, au moment de son élection, de sa campagne électorale, va voir Emmanuel Jeanbrun, lui propose de revenir. Et c'est une bonne idée, mais où? Et Jeanbrun va, pendant un certain nombre, Emmanuel Jeanbrun, donc le directeur du théâtre Volard, Jeanbrun va chercher partout des entrepôts, des endroits, des trucs, et finalement, il va trouver Joe. Il va dire, et il va proposer ça. Et au moment où il propose ça, bah, finalement, l'équipe d'Annette, qui trouve l'idée très bonne, se dit, on va faire un truc simple, on va faire réciter des arts. Non, pardon, c'est presque ça. Et ils se sont dit, on va prendre tous ces artistes, hein, tous ces merveilleux artistes, et on va les mettre tous ensemble sur Joux. C'est grand, c'est vaste, les entrepôts, on peut mettre tout le monde. Et donc, ils ont ce qu'ils pensaient être l'essentiel des acteurs importants de Saint-Denis sur Joux, et notamment Live et Volard. C'est pas une très bonne idée. Le conflit était implicite dès le départ, enfin, était ancré, il n'était pas implicite, tout à fait, tout de suite. Ça a fait. Elle dit oui, entre artistes, vous devez pouvoir vous entendre. Donc nous voilà en 1991. Nous sommes sur une friche qui est issue des volontés de redéploiement de la culture et de l'identité de la Réunion, et qui va être effectivement une alternative essentielle. Moi, pendant ce temps-là, donc, je suis critique d'art. Ça fait longtemps que je veux monter une exposition avec la synthèse que j'ai faite des artistes que j'ai pu rencontrer, croiser, sur lesquels j'ai écrit. Et j'envisage de faire une exposition pour l'inauguration de Jaumont. J'en parle à Emmanuel Jeanbrun, qui me dit bah vas-y. Emmanuel Jeanbrun ne pense pas à ce moment-là que je vais trouver les fonds. Il pense que je vais mettre quelques tableaux, comme ça se fait au Méridien ou des cadres noirs, dans un petit coin de cette immense halle de 800 mètres carrés, un truc gigantesque, que je vous montrerai tout à l'heure. Il pense que je vais le mettre dans un petit coin et puis que de toute façon, il sera obligé, lui, de payer pour l'accrochage et tout ça. Et en fait, au bout de quelques mois, je lui explique que on va prendre toute la halle finalement. On va tout prendre. Et il dit, mais t'as pas l'argent, ça va. Or, j'ai 300 000 francs.
qui est à l'époque très considérable. Je ne pense pas qu'il y ait une exposition de quelque ordre que ce soit qui ait eu lieu dans l'île jusqu'à présent, qui ait pu coûter prix pareil, gigantesque, gigantesque. Et là, donc, le conflit commence entre Emmanuel Gendrin et moi, qui s'aperçoit qu'il y a un ver dans le fruit, et qui s'oppose aussi en opposition tout de suite. Donc il dit, ah mais c'est pas possible, tu peux pas faire l'exposition dans la salle, il faut absolument que ce soit une salle de théâtre, et donc on va mettre une salle de théâtre au milieu de la salle d'exposition. Mais je l'ai assez mal pris. J'ai donc mis les tableaux à moi, les miens d'ailleurs, dans le rond de théâtre qu'il avait au milieu, mais on rentrait dans une problématique qui allait s'aggraver parce que quand je montais donc l'exposition Bâtissage, qui était cette première exposition qu'on a, je vais vous montrer là le catalogue. Voilà. Et vous voyez que l'image montrait bien, je mets l'idée de cette friche industrielle. Voilà. Et à ce moment-là, au moment où je monte ça, il y a des livres culturels de l'époque qui viennent voir, qui s'appelle Firmin Lacpacia. Et Firmin Lacpacia était un ancien militant du livre des années 70, justement. C'est pour ça que je vous fais le lien. Et il est devenu le culturel de la ville de Saint-Denis. Et il me dit, c'est bien tout ça, hein, c'est vachement bien ce que vous faites. J'aime beaucoup ce que vous faites. Et pourquoi on ne ferait pas des ateliers? C'est une super bonne idée. J'ai justement un des artistes principaux de ma petite bande qui s'appelle Jack Benty et qui n'arrête pas de me targer. Parce qu'il a besoin d'un atelier, il a des dépôts partout, mais il n'a aucun endroit pour travailler. Et d'ailleurs, ça plaît un peu à tout le monde. Mais du coup, ça fait qu'on crée un pôle. Et là, va se créer donc Jeumont Art Plastique. Alors, au début, ça s'appelle Harmonie, la première association. Puis je la transforme après le succès de Bâtissage en association Bâtissage. Et au moment où je veux que Bâtissage soit le support des ateliers, tous les artistes disent « Ah non, c'est pas toi tu vas pas avoir la main là-dessus, c'est hors de question. » Et donc, on a appelé ça Jeumont Art Plastique, pour faire une entité spécifique, qui est donc une association dirigée par des artistes dont le conseil d'administration ne peut contenir que des artistes en exercice, que des associés. Voilà, donc déjà un espace de débat. Jean. La ville de Saint-Denis, quand on inaugure Jeumont, dans les jours qui précèdent l'inauguration, plante un panneau devant l'espace Jeumont en marquant Ville de Saint-Denis. Les gens de Jeumont, instantanément, découpent le panneau, le virent. Non, pas Saint-Denis, c'est les artistes. Vous accueillez les artistes, nous ne sommes pas à votre disposition. La ville de Saint-Denis prend ça très très mal. C'est vraiment. Les enfants morts de la main des parents sont pris. Et l'esprit d'indépendance va durer pendant la petite décennie de Jeumont. C'est-à-dire qu'il va se passer, dans ces conflits-là, il va y avoir un turnover entre les institutions et les associations. On a donc, au bout du compte, 4 associations à Jeumont. On a le Théâtre Volard, on a Live pour la musique, qui est devenu Palaxa par la suite. On a le Cri du Marcouillard et Jeumont Art Plastique. Ce à quoi se rajoutera une bibliothèque de bande dessinée, une BDTech, pendant un certain temps. Je vais vous montrer sur le plan, parce que la dernière fois, quand j'avais fait l'intervention, je n'avais pas de plan, là j'ai amené un plan.
Voilà. Donc, Gemont, c'est ça. Alors, ça marche plutôt comment? Ouais, c'est ça. C'est juste parce que c'est inversé, ça fait bizarre. Bien. Alors, je vais essayer de parler où tu tiens le micro parce qu'il faut que je montre 2-3 choses. Ouais. Ça va? Tiens. Je te tiens plutôt ça. Ok. Alors, cette grande halle-là, cette partie-là, en gris, ici, ça, c'est Volard. Volard a tout cet espace-là. Ici, on a une cour, hein, on rentrait par là ou par là. Après, il y a une ouverture ici. Et ici, en fait, cette ouverture a été fermée parce que, comme il y a un courant d'air sur le butor juste en face, ça ramenait tous les détritus, donc on a vite fermé ici. Okay. On rentre par là. Ici, on a le Palaxa, donc l'association Live. Ici, Volard, les bureaux de Volard. Ici, un atelier de construction de décors de Volard. Okay. Ici, on avait un gardien qui était ici. Là, des auvents qui ont été détruits assez rapidement. Et ici, on avait Gemoire Plastique. Donc, Gemoire Plastique, c'était ça. Ça, c'était les bureaux. Ici, il y avait un local, on voit ici, un local technique. Et ça, c'était des ateliers jusqu'ici. Ça, ça et ça. Voilà, tout ça. Ça, les ateliers ici. Et ici, il y avait Éric Pongérard. Il faut bien noter dans cette affaire qu'il y a un seul artiste indépendant en matière d'art plastique, c'est Éric Pongérard. Tous les autres sont liés à Gemoire Plastique. Je dis ça parce que sur Facebook, si vous allez voir Gemont, l'espace Gemont, il y a un Facebook qui a été fait il y a longtemps, quand la revue Cagnard envisageait de faire un spécial Gemont. Ils disent qu'il y a deux artistes indépendants qui sont Jacques Benetti et Éric Pongérard, mais c'est pas vrai. Jacques Benetti fait partie de Gemoire Plastique et ses ateliers, son atelier dépend de Gemoire Plastique. Le seul qui a un atelier indépendant tout seul, et pile au milieu, c'est Éric Pongérard. Parce qu'Éric Pongérard a négocié en amont avec la ville de Samy, et c'est le seul plasticien qui est déjà dans la place quand on arrive. Quand on arrive pour faire le premier opérage de bâtissage, Éric Pongérard est déjà sur place en train de sculpter. Parce que le directeur des affaires culturelles de l'époque lui avait dit c'est là-bas que ça va se passer, vas-y, vas-y. Ce qui fait que moi, sur bâtissage, j'avais absolument pas prévu Éric Pongérard, qui ne faisait pas du tout un travail correspondant à ce qui m'intéressait. Mais il était là, donc je ne pouvais pas faire autrement que le c'est vraiment ça. Bon. Et du coup, voilà. Et c'est aussi le seul artiste indépendant de la friche. Tous les autres sont sous des structures morales, des associations. Remontre le truc, parce que comme ça, j'aurais peut-être pas le montrer tout à l'heure. C'est pas dedans. Hein. Ici, là. Ici, ça va devenir par la suite et après de nombreuses batailles. Et à la suite d'une erreur budgétaire, c'est-à-dire qu'un jour, je reçois une subvention en investissement. Je ne sais pas si vous faites la différence entre investissement et fonctionnement, mais les associations reçoivent toujours du fonctionnement pour pouvoir fonctionner. Ça paye les salaires, ça paye le petit matériel, ça paye ces choses-là, et jamais d'investissement, parce que l'investissement, c'est pour construire des murs. Faire un toit, pour faire... voilà. En fait, les investissements doivent pouvoir être amortis en comptabilité. On ne va pas vous emmerder avec ça, mais ça n'a rien à voir. Et là, du coup, j'ai une subvention d'investissement et elle est importante. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une cloison métallique
et je ferme ça. Et là, je dis, bon, bah, maintenant on a une salle. Est-ce que vous ne pouvez pas nous mettre des tôles semi-transparentes pour qu'on ait des lumières évitables? Ce qui fut fait. Ça a renforcé la guerre avec Vollard qui a dit immédiatement, ah, les plasticiens se mettent au centre, ça c'est absolument impossible. Emmanuel Genrin ayant une vision tactique militaire très très aiguë. Et donc, ne serait-ce que parce qu'on était au centre, il allait nous combattre autant qu'il pourrait. Voilà, c'est pas. C'était juste. Ah, juste encore un truc. Oui, après, c'est là. Ici, là, il va y avoir le T-Bird. Le T-Bird était un bar jazz très ouvert sur la musique actuelle jazz, à tendance jazz, qui se trouvait au bar à choix, au-dessus du rallye. Et ils n'ont pas pu rester. Et Gemont a hébergé le T-Bird pendant un certain temps. Et Pierre Macquart, qui était donc le directeur l'inventeur du T-Bird, qui va après faire le bateau fou à Saint-Pierre, si ça vous dit quelque chose, va finalement jeter l'éponge parce que c'était trop conflictuel. C'était trop conflictuel, c'était la guerre de partout. Donc, les associations se battaient entre elles. Les institutions donnaient de l'argent en tournant à une association, deux associations, pas à la troisième et quatrième, de manière à ce qu'il n'y ait pas de possibilité d'équilibre. Et il y avait un affaiblissement comme ça permanent pour nous maintenir à distance. Pourquoi ça? Parce que Gemont, c'est un lieu complètement libre. Complètement libre. C'est contrairement à ce qui se trouve aujourd'hui à sa place, il y a des tags partout, on rentre, on sort de jour comme de nuit comme on veut, à pied, en mobilette, voilà, on est là, on peut aller se fumer un pétard, on peut aller réfléchir ou faire d'autres choses diverses et variées, parce que compte tenu de la structure de Gemont, en plus ça fait comme un petit quartier. Voilà, il y a des rues, il y a des recoins, tout ça. En fait, la police ne rentre jamais dans Gemont. Les institutions ne se sentent pas bien accueillies et ne viennent donc que quand elles sont invitées, ce qui en général correspond à des conférences de presse chirales. Et sinon, c'est un vaste espace festif. C'est un truc qu'on a complètement oublié. À l'époque, faire de la culture, c'est aussi faire la fête. On monte des fêtes gigantesques, monstrueuses, vachement bien, on n'arrête pas de faire la fête. L'inauguration de Gemont en 91, c'est 3000 personnes. On va faire plus après. Pour l'inauguration, c'est déjà 3000 personnes de la population brute de décoffrage, les grosses dames en les petits enfants au milieu de l'art contemporain. C'est quoi la grosse? Hein? Grosse dame. Parce que grosse, parce que c'est, je ne peux pas vous montrer des VHS qui ont été captés le soir de l'inauguration, mais parce qu'on en voit à l'écran, et parce que ça s'oppose aussi à une certaine idée encravatée de la question, de la fréquentation de ce type de lieu. En fait, on ouvre effectivement les portes à la création et on met la création contemporaine, qu'elle soit musicale, plastique, théâtrale ou quelle qu'elle soit, on va le voir par la suite aussi sur la danse, sur la chorégraphie, on le met au centre et c'est ça qui décide. C'est comme le conseil d'administration du Gemont Plastique, ce sont les artistes qui font leur truc. Donc on a un espace qui va durer quelques années, qu'on n'a jamais vu avant et qu'on n'est pas prêt de revoir après, parce que les circonstances qui font qu'il y avait de l'argent pour ça ne réapparaîtront pas avant très longtemps. On ne sait jamais, ça va apparaître. Enfin, comme ça dépend d'un certain nombre de politiques qui voulaient investir dans une reconnaissance de l'identité réunionnaise à travers la culture, et que par ailleurs,
d'ailleurs, ces gens-là ont été extrêmement déçus parce que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'ils en attendaient. C'est-à-dire que l'idée qui se faisait dans les années 70 de la culture ne se retrouvait pas dans cette culture vivante des années 90. Et donc, ils ont eu l'impression d'être trahis là aussi. Il y a toujours ce décalage, et vous remarquerez en politique, et notamment dans les politiques culturelles, d'une manière générale en politique, il y a un décalage phénoménal entre les gens qui se sont battus pour obtenir d'être élus ou d'avoir un poste politique dans le milieu culturel, ce qu'ils veulent mettre en place une fois qu'ils y sont arrivés, et la réalité du terrain, au même moment, en général, ils sont has-been. C'est-à-dire que ce qu'ils voulaient mettre et dont ils étaient persuadés que c'était la solution date déjà de 20-30 ans, et ils essayaient à tout prix de mettre ça parce que c'est ça qu'ils connaissent. Ça, c'est un gros défaut des politiques culturelles israéliennes, de se poser ouvertement la question de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour développer la culture. Là, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui intéresse qui, quoi, comment. Ce qu'a fait d'ailleurs le Conseil général quand il a fait les assises de la culture. Et je reviens un instant sur cette politique-là parce qu'elle nous a été très très favorable. Elle a permis un soutien du Conseil général sur Gemont pendant un certain temps. Le Conseil général donc d'Éric Boyer définit un pôle pour l'océan Indien, avec la maison des c'est pas une civilisation, comment ça s'appelle ce truc-là, le palais Rontonnet. On va changer le conservateur du musée Landiat et on va en faire venir un qui est Français Cheval, qui va faire de l'art contemporain, créer l'artothèque pour l'art local et faire l'ODC pour tout ce qui est le spectacle et tout ça dans des perspectives de comment peut-on servir la création aujourd'hui. Ça aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel aux années 90 qui ne se refera plus, qui ne se retrouvera plus jusqu'ici. Moi, je travaillais sur plusieurs choses. D'abord et avant tout, la mise en valeur des artistes réunionnais. J'étais persuadé que la Réunion portait un art spécifique, compte tenu du fait que c'était un espace humain spécifique. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les critiques d'art au niveau national qui me disaient ça ne vaut rien si ce n'est pas universel. Vous n'avez pas tout à fait tort. Mais bon. Donc, dans la lignée de la réflexion sur l'océan Indien, j'ai monté une exposition qui s'appelait Banga, où on a construit dans la cour de Gemont des bangas maorais. Et c'était l'époque des magiciens de la Terre. J'ai appris qu'il y avait des magiciens de la Terre quand j'ai expliqué mon projet Banga à un galériste local qui s'appelait Jack Oshong. Il y avait une galerie qui s'appelait Austral à Saint-Pierre. Il dit, mais ton truc, mais tu sais, en ce moment, il y a un type qui s'appelle Jean-Hubert Martin qui est en train de faire exactement ça à Beauvau. Donc, il s'agissait de se dire la notion d'art en elle-même n'existe que dans les pays démocratiques, en fait. Dans les démocraties essentiellement occidentales. Or, autour de nous, dans l'océan Indien, on n'en a pas. En 91, on n'en a pas d'autres. Comment est-ce que ça veut dire que mon raisonnement sur le fait qu'une terre avec une civilisation égale un art n'est pas vrai? Et là, je rencontre les bangas et je me rends compte que les bangas sont des œuvres d'art qui sont faites pendant une période de la vie des garçons. Et en fait, une expression qui est encadrée dans une nécessité d'une société. C'est vachement marrant parce qu'à Mayotte, on fait des images alors qu'on est musulman. Au Comores, dans tout le canal du Mozambique, on ne fait pas ça. L'image est interdite. Donc il y a là un truc intéressant. Jean-Hubert Martin, lui, il va aller chercher les BD, il va aller chercher à peu près exactement inverse d'ailleurs. Enfin, un autre champ, mais là aussi ponctuel, et Jean-Hubert Martin va se faire attaquer très violemment par la critique internationale sur le fait qu'il mélange religieux, magique et art.
et que l'art contemporain n'a forcément rien à voir avec le magique et la religion. C'est un débat sur lequel on pourra revenir un autre jour, une autre fois, peu importe. Moi, je décide de montrer à Saint-Denis, à Jaumont, cet art des bangas. Et donc, je fais venir des jeunes Mahorais, je fais construire directement les bangas. Je ne fais pas une exposition de photos de bangas, je fais des bangas. Et on fait une fête mahoraise là-dedans. Et ça va durer une semaine, 10 jours pour l'opération elle-même, Banga 92, pardon, avec une jauge estimée par la presse de 8000 personnes en 10 jours. Et l'année suivante, en 93, je vais faire Banga 93 après avoir fait Banga 92, et je vais donner les bangas aux artistes pour qu'ils les investissent et réinterprètent eux-mêmes de manière à faire la boucle complète. Par la suite, les bangas seront rasés par le théâtre de l'art à la suite d'une opération de nettoyage à laquelle nous ne sommes toujours pas bien entendus. Je vais commencer à poser la question de sur le sol, j'ai des câbles. Et moi, tous mes câbles, les câbles de Jaumont Art Plastique, ils sont blancs. Et les câbles de tous les autres, ils sont noirs. Et quand on met ensemble pour faire, par exemple, une grande fête, bah, du coup, c'est assez facile de repérer notre câblage par rapport au câblage des autres. Et c'est là qu'un truc est apparu dans mon esprit, c'est qu'effectivement, il y avait une opposition. Il y avait à la fois une gémellité et antipodale entre le spectacle et l'exposition. Or, dans le même temps, ma grande question, c'était quand je fais une exposition dans cette salle qui faisait 700 mètres carrés, quand même, hein, la salle de Jaumont, je vous montrerai tout à l'heure, si tu veux bien montrer à la caméra, le catalogue de la remarquable exposition de M. Antoine Duvigneau. Voilà, qui montre bien le volume en exposition de cet endroit à l'époque. On est dans un endroit très grand, très très grand. Et comment je fais pour faire une exposition et que les gens y rentrent dans la salle d'exposition, ils ne fassent pas un regard circulaire, j'ai vu, je m'en vais. La question de la trajectoire du déplacement du visiteur devient essentielle pour moi. Il faut que je ralentisse le visiteur. Et je commence à parler de visiteur plutôt que de spectateur. Et je me dis que finalement, le spectacle, c'est quelque chose qui bouge à 15 mètres devant des gens fixes. Et que l'exposition, c'est le contraire. Ce sont des gens qui bougent autour de choses fixes, 15 mètres à 3 cm. Et que nous sommes, nous, gens de l'exposition, dans une dynamique diurne, de lumière du jour, et que le spectacle est dans une dynamique de lumière électrique, et que finalement, il y a un truc qui est tronqué là-dedans, c'est le vernissage, parce que le vernissage se fait toujours le soir, et que finalement, tout le monde voit l'exposition le soir. C'est une erreur. C'est une erreur parce que les expositions d'art contemporain, en général, à moins qu'elles ne soient théâtralisées comme il y en a plein, si c'est une exposition avec que de la vidéo d'art, c'est bon, pas. Et sinon, la question se pose de ce rapport-là, et à la fois, évidemment, du déplacement. Je commence à me poser la question de comment j'écris là-dessus, hein. Je théorise, je publie, et je me pose la question des 6 faces du cube. C'est pour ça que mon mail s'appelle toujours White Cube. C'est le cube blanc. Ce sont les 6 faces du cube de l'exposition. Je commence à monter des fausses cloisons sur roulette, plus élaborées que ça, qu'on peut joindre au sol et qui font des murs. Je commence à faire des cadres pour descendre le plafond, pour pouvoir avoir une hauteur de plafond choisie. J'envisage des ascenseurs, des ponts de corde, et je me pose beaucoup la question de la maison hantée des fêtes foraines pour ce qui est du parcours, en me disant
ça serait bien si quelqu'un s'arrête pendant quelques minutes devant une pièce, une porte s'ouvre pour lui montrer plus si ça l'intéresse. Et que finalement, quand deux personnes vont dans la même exposition, quand ils en sortent, ils n'aient pas vu la même chose. Elle a une autre notion très importante pour moi, qui est la notion du labyrinthe, qui commence à se poser comme un point tout à fait central de la réflexion sur l'esthétique de l'objet dans la cité. Et c'est comme ça que je me retrouve au patrimoine, d'ailleurs, parce que du coup, de l'exposition, je passe au jardin, du jardin, je passe à la ville. Je suis toujours dans la même problématique. Ceci pour vous dire que pendant tout ce temps de Jemont, j'ai structuré ma réflexion sur l'art et sur l'esthétique. J'ai fait un travail assez approfondi, que je continue d'ailleurs aujourd'hui, autour de ces questions. J'ai moins de pratiques plastiques que de... J'en suis à combien là? Ça fait une heure que... Et là, il faut que j'arrête, c'est ça? Ben, il faut que je ferme. Ouais. Oui, tout très bien. Donc, je savais pertinemment que je ne pourrais pas vous raconter tout Jemont. 10 ans d'une aventure comme ça, c'est pas gérable. Il faudrait faire peut-être un colloque là-dessus et faire une publication, peut-être faire les deux, ça serait bien. On a cessé de faire des publications dans le monde de l'art, c'est fort dommage. Il y a la question de la mémoire qui est tellement importante. Mais bon. Jemont va donc aller de conflit en conflit, qui à chaque fois vont faire des fêtes, comme mille bougies, comme voilà, ça se mélange bien, mais l'institution va finir par avoir bien de cause. Par ailleurs, moi je vais abandonner Jemont à un moment, car je suis cerné de toutes parts, critiqué de toutes parts. Les artistes de Jemont Art Plastique sont complètement en révolte contre moi. Je pense que Antoine, qui était l'un des meneurs, pourra vous en parler plus profondément dans un autre moment, avec William Zitt. Antoine était mon second pendant toute cette période. J'en ai pas parlé depuis le début, mais en fait, il est là depuis le début ou quasiment. Je rencontre Antoine en 86. En 86, je te rencontre, on devient colloque. On fait, comme des plasticiens, on fait pas mal on va faire de la peinture foraine, on va faire des murs peints, on va faire des choses comme ça. Et puis, j'embarque aussi je fais le décor de Rob Rock pour Volard, et je l'embauche tout de suite, on va travailler là-dessus. On va faire plusieurs décors, il va être presque dans toutes les affaires volardiennes avec moi. Quand je fais Jemont Art Plastique, à ce moment-là, je le fais surtout avec ma compagne de l'époque, Nathalie Bertrand, qui est une journaliste de témoignages aussi, qui partira plus tard, et avec Antoine. Et je vais présenter William Zitt à Antoine, parce que j'ai découvert en faisant la partie critique d'art sur laquelle je ne suis pas étendu, j'ai découvert ce type que je pense être un artiste essentiel du moment, et je vais le faire rencontrer et faire une paire d'années extrêmement soudées. Et éventuellement contre moi aussi. À la fin des années 90, j'ai donc un schisme à l'intérieur. Toutes les institutions sont contre moi. L'ensemble j'ai des rapports extrêmement difficiles avec le théâtre de l'art, de mieux en mieux avec Fred Born du Palaxa, mais bon, il s'est passé des choses, notamment quand la médiathèque a fermé,
Le CRI de Marbouillet espérait reprendre les lieux de la BDT, et c'est moi qui les ai pris. On était dans un esprit un peu combattant quand même. Hein. Et donc, je fais la réflexion que si le problème c'est moi, je pense que la dynamique de Jean-Marc Plastique est suffisamment forte pour continuer, il faut juste que je me retire. Et je dis à Antoine, tu vas prendre. Je vois Dominique Fricot, qu'on aura peut-être l'occasion de rencontrer. À un moment, je pense à passer la main à un artiste qui ne va pas citer. Et je demande à Dominique Fricot en fait, de m'aider à faire ce que j'appelle le B1 Benjamin, c'est-à-dire à me tuer pour être sûr que Jean-Marc Plastique continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que les institutions veulent me faire faire et que je refuse de faire parce que je refuse de me plier à l'institutionnel, que je suis toujours buté dans mon affaire de création contemporaine et libre, je dis, bah, écoute, faites avec le conseil d'administration, faites ce qu'ils attendent. Montez un programme que je ne vais pas soutenir, moi je vais m'en aller, et Antoine va reprendre. Antoine me dit, hors de question. Bon, tu vas voir, tu vas le faire. Il l'a fait. Il l'a fait parce que Jean-Marc Plastique est devenu RK. Antoine a fait son affaire. Je savais que ça m'horripilerait au dernier degré, que je ne serais pas d'accord avec ce qu'il allait faire, mais ce que je savais, c'est que ça sauvait Jean-Marc Plastique, ça sauvait la dynamique, et que c'était le plus important. Que ça soit insupportable, ce n'était pas très important. Ce qui était important, c'est que ça continue. Je suis très fier aujourd'hui, d'ailleurs, d'avoir Antoine en face de moi lors de cette conférence. Et Antoine, toujours le patron de l'ERCA, qui est pour moi toujours Jean-Marc Plastique, qui a continué. À partir des années 2000, les choses ont périclité sérieusement. Et quand J.P. Rannet va reprendre la ville en 2008, dans le programme, il y a faire ce qu'ils appellent le village des arts. Et ils veulent mélanger l'artisanat et l'art dans le même endroit et faire passer la population là-dedans comme dans un zoo pour que les gens puissent voir des artistes au travail. Ouais, je faisais partie de l'équipe de campagne d'Annette à ce moment-là. J'ai dit que je m'en allais. Je larguais. S'il n'y avait pas deux choses qui étaient faites, au moins, d'abord, on n'appelait pas ça le village des arts, au moins, on appelait ça la cité des arts, je ne sais pas, village des arts, pas possible. Et d'autre part, on séparait art et artisanat. Il était hors de question qu'il y ait les deux en même temps, c'était une erreur tellement fondamentale. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, il n'y a pas eu la partie artisanale qui devait se faire à l'hôpital, l'ancien hôpital Philippe de Lyon, il n'y a que la partie art. Et il faut bien savoir que si nous avons été consultés pour la Cité des Arts et qu'on n'en a rien sauvegardé, une chose a été sauvegardée, c'est qu'il y ait une salle d'exposition, parce qu'elle ne devait être que dans la phase 2 de la Cité des Arts, et que j'étais en position de dire non, 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 tout de suite, phase 1. Si dans la phase 2, il y a toujours les arts plastiques, vous augmenterez l'espace. Voilà. Et à ce moment-là, donc, Jaumont a été vidé. On a envoyé des gens d'un RK au PK4 à Saint-François, Volard nulle part, dans des containers, Pont-Gérard dans un dernier résistant, premier arrivé, dernier résistant, dans un bel endroit, une belle case, pas très loin. Là, l'erreur, ça a été des deux côtés, c'est que Eric a accepté l'idée de faire de l'animation culturelle en pensant qu'il ferait ce qu'il voudrait. Et la ville a pensé qu'il ferait de l'animation culturelle, ce qui était une aberration. Il faut le savoir. Et donc, tout le monde a été sorti de là. On a monté la Cité des Arts là-dessus. Et je vais terminer là-dessus. Deux choses à propos de la Cité des Arts. Moi, j'ai refusé d'aller à l'inauguration parce que quand on m'a montré le volume de la salle d'exposition, j'ai dit c'est petit, et puis j'ai eu cette réflexion, j'ai dit, elle est où la lumière du jour? Et là, on m'a dit, ah, nous avons décidé de faire une salle d'exposition entièrement en lumière artificielle. C'est ce que j'ai dit plus haut, je les foutais de ma gueule. Je ne foutrais pas les pieds dans votre truc.
Et finalement, j'y suis revenu quand même pour d'autres raisons. Mais le fait est que Gemont, avec tout son esprit anarchiste, avec libertaire véritablement, avec tout son aspect brouillon et ses difficultés à se stabiliser aussi parce qu'on n'avait jamais les moyens structurels que la Cité des Arts a aujourd'hui. On ne pouvait pas faire du propre sur une telle dimension sans avoir des moyens qu'on ne nous a jamais donnés. La question de la sécurité était toujours une problématique. On s'est énervé, hein. On a eu des gens qui sont venus pour nous racketter, on leur a envoyé nos équipes techniques, ça s'est calmé très vite, hein. Ça s'est fait. Il y a plein de choses qui se sont faites comme ça. Mais Gemont n'a pas été transformé en un immeuble de rapport. Gemont, aujourd'hui, c'est un ensemble architectural qui s'appelle la Cité des Arts, qui est consacré à l'ensemble de la création. Et même si, à mon avis, la gestion est totalement ratée pour l'instant, c'est raté, ça reste quelque chose de durable et d'acquis pour la culture et pour la culture vivante, avec cette même pluridisciplinarité qu'avait été inventée par Gemont d'avant, même si ça aussi c'était mal foutu, mais c'était fait. C'était fait. Et ce croisement-là m'a permis à moi de voir le câble et donc de monter ma réflexion sur l'esthétique. Voilà, ça c'est la conclusion. Merci. Allez, 15 minutes de questions. Tu veux que je complète? C'est-à-dire que je préférerais que dans un premier temps, ça soit les élèves si tu peux amener des éléments de complément par rapport à ce monde, oui, mais sinon ça va faire un débat entre toi et moi. Non, je rétablis quelques vérités, n'est-ce pas? Ah oui, tu te défends. Non, c'est absolument pas ça. L'ERCA, en fait, a été fondé quand Gemont Art Plastique a splitté. Ça a splitté pour une raison très simple. Une asso qui est dirigée par des artistes ne peut que splitter. Donc, l'ERCA, quand on a travaillé sur qu'est-ce qu'on pouvait faire comme projet, notre préoccupation, c'était de garder des lieux de travail pour les artistes. On était, grâce à Laurent, qui a défendu ça aussi, on était le seul endroit sur toute l'île où il y avait des ateliers, où les plasticiens pouvaient venir travailler. Et donc, on a constitué l'ERCA au bout de 2 ans de réflexion interdisciplinaire. On a essayé de conserver ce qu'il y avait de plus intéressant dans l'esprit de Gemont, c'est-à-dire que l'ERCA a tout de suite été interdisciplinaire. On a accompagné des artistes qui débutaient, comme Nathalie Natiembe, Jaco Marron, plus des plasticiens. Et on a surtout constitué une structure associative où il n'y avait pas d'artistes à la gouvernance. Et ça a été ce qui nous a permis de tenir 20 ans, parce que ça existe depuis 20 ans. Mais il faut dire qu'à l'époque, la plupart des artistes étaient spécialement immatures. Je peux vous dire ce que je vois souvent, parce qu'après, il y a eu des gens comme Kim Créole qui sont venus en résidence à l'ERCA. On est très, très au courant de ce qui se passe à l'école d'art. Les artistes maintenant ont vraiment une maturité, réfléchissent sur leur responsabilité, sur je déclare les choses. Dernière chose, le projet de l'ERCA a été coécrit avec l'ancienne directrice de l'école d'art. Il faut lui rendre hommage, parce qu'à cette époque, elle a contribué à défendre tout le propos artistique Patricia de Bolivie. Voilà. Oui, effectivement, Patricia, il faut absolument lui rendre. Non, mais là, tu dis, je n'ai pas parlé du FRAC, je n'ai pas parlé du musée, on a fait des expositions en commun, on a fait des résidences internationales, on a fait plein de choses qui se sont faites. Mais Patricia, c'est vrai, elle a pour moi quelque chose de particulier, c'est qu'elle a fait sa thèse de doctorat
Et sa thèse de doctorat retrace tout ça. Il y a des erreurs dedans. Mais n'empêche que l'ensemble, pour ce que j'en ai lu et ce que j'en ai compris, retrace assez correctement cette période-là, et donc l'aventure de Jaumont et le contexte politico-culturel de l'époque. Et c'est un document qui est absolument incontournable. Incontournable. On n'a jamais rien fait d'aussi fouillé, d'aussi documenté. Donc, toute cette histoire-là, elle a une mémoire grâce à Patricia et à sa thèse. C'est la seule mémoire globale, et en plus, vue de l'extérieur, là, du coup, même si Patricia a été très impliquée. À vous, des questions? Tout à l'heure, vous avez mentionné le fait que c'était possible à ce moment grâce à une coordination, on va dire un alignement de certains astres. C'était quoi ces astres justement? C'est l'évolution de l'histoire réunionnaise par rapport à la culture. Il y a un moment de déclenchement où on bascule, c'est le moment des événements du Chaudron, c'est cette période-là, où on dit on ne peut plus rester dans la Réunion des années 60, et il y a plein de gens qui étaient des militants avant qui sont au pouvoir, et qui donc vont permettre qu'il y ait le financement. Et ça, c'est au niveau des collectivités, mais on est aussi sous Jack Lang. Et donc, au niveau national, il y a cette chose tout à fait étonnante qui est 80, avec la décentralisation, avec la refonte complète de la politique culturelle en France. Hein, quoi qu'on en pense, mais ça change du tout. Et du coup, il y a plein d'éléments financiers qui vont arriver. Et il y a, je parlais des événements du Chaudron, ça va être tout à fait déterminant, parce qu'en 89, quand il y a des événements du Chaudron, ça correspond donc à la création de Jaumont, c'est concomitant. Mais du coup, on va essayer de trouver des solutions de financement pour la culture. On va penser à un moment que la culture, c'est peut-être la solution. Et il faut voir une chose aussi, c'est que je suis journaliste à témoignage, je suis un critique d'art qui publie toutes les semaines 2 pages. D'abord 2 pages, puis finalement 1 page pour faire la DER du journal, parce que ça a tellement fait monter le tirage qu'on le met en dernière page pour que ça soit plus vu, encore plus vu. Et je suis surpuissant à ce moment-là. Hein. J'ai vraiment une influence très importante. Et comme je parle de la politique culturelle tout le temps, que je parle du budget du FRAC, que je publie des budgets dans mes chroniques de Terros. Je m'attaque directement à la politique culturelle. Je suis extrêmement craint. Donc, quand je rentre là-dedans pour Jaumont Art Plastique, c'est un peu comme dans du beurre. Pourquoi j'ai 300 000 francs pour faire le bâtissage? C'est parce que j'ai le bras suffisamment long pour faire intervenir Miguel Pello, qui est absolument au courant de rien de toutes ces affaires, mais à qui on a dit « tu votes pour » en commission, que je connais la date de la commission, que je sais qui compose la commission, et que Miguel Pello dit on va voter pour ce truc-là. Et ça, c'est des circonstances très particulières. Il n'y a personne qui soit... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on coupe le budget du FRAC, personne ne va bouger. Personne. À l'époque, je rajoute juste une chose sur la question de Terros, qui est quand même un truc monumental. C'est que quand j'ai commencé à faire mes chroniques régulières, du coup, les autres journaux se sont mis aussi à faire des articles sur la culture. Et on avait, pour une exposition, on avait un compte-rendu d'exposition du GIR, du quotidien, de témoignages, et un moment du réunionnais. Et évidemment, il y avait la télé qui suivait. Télé, radio, il y avait une couverture énorme. Vous n'avez pas
l'idée. Sur bâtissage, j'ai compté le nombre d'articles qui sont sortis, il y en a plus de 12 sur une seule exposition qui a duré 10 jours. C'est ça le contexte, c'est la conjonction des astres. C'est-à-dire qu'il y a une situation politique particulière, une situation sociale particulière et des éléments concomitants, voilà, qui font que tout ça est porté. Voilà. Il faudrait qu'il y ait des gens qui se remettent déjà à la critique d'art. En tous les cas, parce que ça, c'est un autre sujet. Il faudrait que j'ai le temps de parler de ce que je pense de la critique d'art à proprement parler et de ce que j'ai fait moi, du type de critique d'art que j'ai fait. C'est pas tout à fait pareil. Mais le commentaire sur l'évolution de l'art, le commentaire sur les œuvres, sur leur présentation, sur leur existence dans la cité, ça c'est quelque chose de totalement indispensable et pas au niveau de revues, pas uniquement, puisqu'il n'y a pas ça, mais pas uniquement au niveau de revues spécialisées, mais dans les quotidiens, dans les journaux, à la télé. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je me pointais à RFO pour une émission à laquelle je n'étais pas invité, j'étais accueilli, j'étais devant les caméras tout de suite. Ça, c'est plus jamais par la suite, l'art à La Réunion n'a eu de soutien de ce niveau-là. Plus jamais. Après, la question financière. C'est sûr que quand j'ai arrêté de faire Terros, j'ai arrêté la critique, je me suis mis du coup beaucoup de freins. Et puis, il y a plein de gens qui m'aimaient bien, qui se sont occupés de mon cas par la suite, quoi. Mais on s'est retrouvés avec les deuxièmes événements du Chaudron. Parce que sur les premiers événements du Chaudron, il y a énormément d'argent qui a été, et d'argent social en particulier. C'est l'époque des DSQ, des développements sociaux des quartiers, etc. Et on a reçu énormément d'argent du social. Et au deuxième événement du Chaudron, sous Tamaya, les gars ont dit ouais, bon, en fait, c'est pas rentable. Et ils ont repris tous les fonds, mais ils ne les ont pas remplacés par d'autres. Quand on arrive en 98-99, on n'a plus d'argent. La période est passée. Et toi, tu dis que c'est un problème de gestion. Moi, je dis qu'il n'y avait plus d'argent pour nous. Et j'avais fait plein d'articles d'ailleurs sur le fait qu'il risquait d'y avoir une désescalade. Mais de toute façon, tu dis la société des artistes locale n'était pas du tout à maturité pour se rendre compte des appels, de ce type d'appel. Je pouvais dire attention tout ce que je voulais, c'était complètement gavé en plus, parce qu'ils ont vraiment été nourris, ils ont vendu, hein, beaucoup. Voilà. Espérons que ce genre de configuration arrive un jour. Elle dépend beaucoup Elle dépend essentiellement des artistes. Il faut que les artistes, qui sont les producteurs numéro 1 de l'œuvre d'art, prennent conscience de ce que c'est qu'une œuvre d'art, qu'est-ce qui lui est nécessaire, comment fonctionne la machine de création, et s'organisent pour que la machine de création complète puisse marcher. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir un rebond. Oui. Il pourrait y avoir un rebond, parce qu'il y a des métiers, parce que tas de choses. Mais ça dépend d'abord et avant tout des artistes. Et Antoine l'a dit tout à l'heure, hein, les artistes sont pour beaucoup dans le fait que ça s'est arrêté. Ils ont laissé arrêter quelque chose qui nous retient. Pas tous, après. Non, pas tous, mais c'était déjà bien cuit. Hein. Après, vous faites. Enfin bon, on ne va pas parler de l'ERCA. C'est pas la même chose en fait. C'est pas la même chose. Non, ce qui nous différencie beaucoup, c'est la conception que Laurent avait du socio-cul. Moi, j'appelle ça l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est quelque chose de nécessaire de plus en plus. Hein? Et nous, à l'ERCA, on se revendique de ça. On ne peut pas faire l'impasse de s'interroger l'artiste, quelle place il va avoir dans la société concrètement, comment fabriquer du public aussi,
c'est justement en intervenant dans des écoles, en repérant des enfants, et moi, ça me semblait essentiel. Non, mais il a raison, ça flatte dans le sens du poil des bailleurs, et comme ça, on touche de l'argent. Moi, je disais, j'en ai rien à foutre du social, si on doit parler d'amour, parlons d'amour. Et on n'a pas besoin de justifier socialement pour parler d'amour. En fait, si, c'est ça. Et voilà, après, c'est des conceptions, pour moi, effectivement, on fait du social. Et tu as très bien décrit la situation. Non, on fait l'éducation populaire, c'est totalement différent. Ouais, Totalement différent. tu dis comme on va pas débattre sur la question. Merci beaucoup, Laurent. Vous avez une question? Je crois que Non, mais allez-y, quoi. Si tu peux nous sortir de ce. Moi, je voulais demander pourquoi est-ce qu'au début, vous avez dit que Dali, il n'avait rien apporté à la peinture. Si vous regardez, je vais le faire en deux mots là, parce que ça c'est chaud, cette histoire de l'art, carrément. Mais si vous regardez, si vous faites de la peinture, vous êtes peintre, admettons, vous regardez la peinture, vous regardez comment c'est fait, vous regardez la peinture de Dali techniquement, et vous allez trouver la peinture la plus conservatrice qu'on puisse imaginer à son époque. Ça n'a aucun intérêt. On est très loin de Goya, de Lacroix, de gens comme ça. Encore plus de Kooning ou de. Voilà. On est dans une peinture qui se fout de la peinture, qui fait la peinture la plus ancienne qui soit pour juste s'arrêter à l'image. Et qui va faire des images ultra puissantes. Et il va permettre, Dali, que finalement, entre la reproduction et l'authentique, finalement, ça soit la reproduction qui soit plus intéressante. Pour la peinture, c'est un peu dommage. Pour l'histoire de l'image, je ne sais pas. Je n'aime pas beaucoup les conservateurs et que je pense que lui, c'est un gros facho. Donc, je l'aime moyen. Mais je sens justement tout son ultra-conservatisme, tout son côté d'extrême droite, je le vois dans sa peinture. Parce que moi, je suis peintre, comme j'ai étudié la question, et que je regarde la peinture sur la manière dont elle est faite, pas ce qu'elle représente uniquement. Et c'est là, c'est dans le cœur de la peinture. Et oui, je ne veux pas trop, c'est clair. J'avais juste un truc à vous dire. Faites des assauts absolument non Bradot. Si vous ne faites pas ça, vous serez instrumentalisé. Il faut que vous pensiez à être collectif dans vos engagements. Ce n'est pas facile parce qu'un plasticien, c'est un individualiste. Et il faut qu'il accepte de se rassembler avec d'autres gens. Amen. Vous avez